Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai juste un petit message à faire passer. Espèce est un nom féminin. Donc on dit une espèce, jamais un espèce. Et il n'y a aucune putain d'exception. Alors faites un effort et arrêtez de vous gourer, merde. Donc, Fight Club de David Fincher, sorti en 1999, nous présente un acheteur compulsif doublé d'un insomniaque qui se trouve un hobby plus qu'étrange pour retrouver le sommeil, à savoir écumer les groupes de parole des personnes atteintes de maladies graves. Il adore particulièrement celui du cancer des testicules où il rencontre Bob, un grand mec avec de la poitrine sur laquelle il peut pleurer et s'endormir comme un bébé. Je ne le jugerai pas, chacun sa passion après tout. Sauf qu'un grain de sable nommé Marla Singer va venir dérégler sa machinerie et lui faire perdre de nouveau le sommeil car tout comme lui, Marla va dans les groupes de parole alors qu'elle n'a aucune de toutes ces maladies. Il va donc la confronter. Je plaisante pas, je peux pas pleurer en présence d'un autre bluffeur et j'ai besoin de ça. Va faire l'infirmier bénévole chez les cancéreux, c'est pas mon problème. Apparemment, il est loin d'être persuasif. Ils vont finalement trouver un arrangement afin de se répartir les groupes de la semaine et ne plus avoir à se croiser. Non, je veux le cancer du côlon. Bah mon garçon, vous pouvez bien avoir tout ce que vous voulez, mais je doute que ça séduise la dame, hein. C'est ton préféré toi aussi? T'aurais voulu me le piquer peut-être? J'ai rien dit, finalement elle est sous le charme. Écoute, on va se le partager, d'accord? Bon écoutez, partagez-vous ce que vous voulez, mais quittez mon magasin s'il vous plaît. Ça ressemble à un adieu. Oui, et c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Qu'est-ce que t'en sais si c'est pas toute une histoire? Allez, c'est le moment d'aller la pécho maintenant. Par là! Tu crois pas qu'on devrait se donner nos numéros de téléphone? Voilà, c'est ça. Et revenez plus, bande de tarés. Ah mais ok, toute cette mascarade pour son 06 en fait. Quel romantisme. Ensuite, notre protagoniste explique que son travail consiste à savoir si un modèle de voiture doit être rappelé en usine selon le nombre de véhicules qui ont subi des accidents à cause de défaillances techniques, mais surtout le plus important, savoir si les coûts pour la société sont inférieurs au coût du rappel des véhicules. C'est la valeur X. Si cet X est inférieur au coût d'un rappel, on ne fait rien. Ah, le capitalisme. Au cours de ses multiples voyages, le protagoniste va rencontrer une personne atypique. Issue de secours à 9000 mètres d'altitude. L'illusion de la sécurité. Il n'a pas tort, ceci dit. C'est une théorie intéressante. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je suis assis dans un avion, connard. On a exactement le même attaché-caisse. Mais c'est incroyable, parce que t'as l'air chiant comme gars. Tyler Durden. Vous savez qu'en mélangeant des parts égales d'essence et de concentré de jus d'orange congelé, on peut faire du napalm. Ouais bah écoutez, je suis peut-être chiant, mais en attendant, je suis pas fou, moi. On peut fabriquer toutes sortes d'explosifs avec de simples produits de ménage. Mais arrêtez ça, bordel! On va se prendre une fouille anale avec vos conneries. Si c'est votre truc. Mais non, pas du tout, justement. Après cette rencontre fortuite avec Tyler Durden, le fabricant et vendeur de savon, notre protagoniste va amorcer une belle descente aux enfers car dans un premier temps il perd sa valise à l'aéroport, puis son appartement a entièrement brûlé à cause d'une explosion due apparemment à une fuite de gaz, et pour couronner le tout, le numéro de Marla a survécu aux flammes. Mais à ce moment, il décide d'appeler quelqu'un d'autre. Tu sais mec, ça pourrait être pire. Car une femme aurait pu te couper la pine pendant ton sommeil et la balancer par la fenêtre d'une voiture. Mais dis-moi, c'est vachement précis comme exemple ça. Pendant cette conversation, Tyler va discrètement commencer à faire naître une idée dans la tête de son interlocuteur, mais sans que ce dernier ne s'en rende encore compte. Ensuite, on a le droit à une brève description de Tyler qui insère des images subliminales de sexe dans des films tout publics au cinéma et qui pisse et éternue dans des plats servis dans un restaurant de luxe. Ah, regarde pas, ça me bloque si tu veux. Image porno, check. Pisser dans la bisque de homard, check. Ah, déféquer dans les rognons. C'est l'étape suivante. Ah. Vraiment désolé pour ça, j'ai un peu poussé le vice, mais au moins le pipi, le caca, le vomi, tout est fait dans cette séquence. Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. Mais où? En pleine figure? Surprends-moi. Ok. Surprise, motherfucker! Puis après ça, le protagoniste s'installe chez Tyler, une maison délabrée où rien ne fonctionne. Un personnage de plus en plus étrange, ce Tyler Durden. Et ces deux-là vont se refaire des petites escapades de baston nocturnes. Il a trouvé un mec aussi fêlé que lui, apparemment.
peux être le prochain? Je rectifie, ils ont trouvé des mecs aussi filés qu'eux. En réalité, ils trouvent tellement de personnes intéressées par leur combat clandestin que ça devient très vite un rituel, même un culte, à tel point qu'ils ne vont plus faire ça sur le parking du bar, mais au sous-sol, où ils trouvent carrément un nom pour leur activité. Bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Ah zut! Bon bah tant pis, t'as entendu hein, on rend mal. N'oubliez pas de vous abonner et... Attends. S'ils font une règle, c'est qu'ils le transgressaient. Sinon, ils prendraient pas le temps de le préciser. C'est vrai, t'as raison. On continue. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Ah les salauds, ils avaient déjà prévu le coup. Très fort. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah maintenant qu'on a commencé, autant continuer. Mais abonnez-vous quand même. Il se fédère donc une petite communauté avec le Fight Club qui compte à chaque fois de plus en plus de membres. Mais alors que la vie est rose, que le club bat son plein et que Monsieur Norton s'arrache des dents, il va de nouveau y avoir un problème. J'ai l'estomac plein de Xanax. J'ai avalé tout le restant d'un flacon. Eh ben il manquait plus que ça. Une dépressive suicidaire. Qu'est-ce qu'il a? Non, je sais pas, j'ai cru voir un truc. Donc forcément, il va aller la chercher ou appeler des secours. Comme s'il servir d'un téléphone. Ah, carrément, non-assistance à personne en danger en mode premium. Donc il laisse mourir Marla Singer et dans la scène d'après, alors qu'il déjeune dans la cuisine, Marla Singer le rejoint. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, Tyler a la réponse à cette question. Quand je suis rentré hier soir, le téléphone était décroché. Devine qui était à l'autre bout. Ah, tout s'explique maintenant. Ouais, quelle souplesse. Quelle gare cette gonzesse. C'est un prédateur déguisé en caniche. Merci, Tyler. Les saloperies qu'elle m'a sorties, j'en avais jamais entendu des comme ça. Oui, bon, ça va, on a compris. On ne m'avait plus baisé comme ça depuis l'école primaire. Faudrait peut-être continuer là, non? Oh le salaud! Et reviens, un épisode est terminé! Eh oui, je sais, c'est bien ce qui me fait peur. Donc il y a un flic qui appelle pour informer que si l'appartement a brûlé, c'est à cause de dynamite artisanale et donc que c'était un acte volontaire et pas du tout un accident. Sauf que, attendez, là c'est plutôt bizarre, car le protagoniste a été dépeint comme quelqu'un de solitaire depuis le début et on ne lui connaît absolument aucun ennemi qui aurait pu réaliser un tel acte. Ça va? Tu m'as pas l'air dans ton assiette? Je sais pas, non mais c'est le film, faut rester concentré sinon on perd le fil. Il est donc de nouveau très courtois avec Marla, Marla, je crois qu'il est temps que tu t'en ailles. qui d'ailleurs lui rend bien l'appareil. Je vais te dire, t'es tellement cinglé que de toute façon, j'arrive pas à te suivre. J'ai du mal aussi si ça peut te rassurer. Bien, après avoir éjecté Marla, Tyler va proposer une nouvelle activité à notre protagoniste, à savoir faire du savon. Et pour faire du savon, on commence par faire fondre de la graisse. Ils se rendent donc en toute légalité dans le local à ordures d'une clinique de liposuction afin de récupérer des sacs de graisse humaine. Tyler explique qu'avec le suif extrait de la graisse, on peut fabriquer de la dynamite artisanale et il explique également ce qu'est une brûlure chimique. Elle te fera plus mal que n'importe quelle autre brûlure et t'auras une cicatrice. Ouais, si c'est comme ça qu'il explique tout, j'ai pas très envie qu'il m'explique ce que provoque l'explosion de la dynamite ou encore n'importe quelle pratique sexuelle occulte. Quoi? J'ai rien dit moi. Ensuite, alors qu'il commence à vraiment se faire malmener, notre protagoniste se fait réprimander par son patron qui trouve une feuille avec les règles du Fight Club dans la photocopieuse. Mettez-vous à ma place. Prenez une décision de manager. Vous trouvez ceci. Vous faites quoi, vous? Bah moi je te propose de te la caler là où je pense, et en te coupant avec les bords de préférence. Oh, mais calme-toi. C'est tout public ton émission quand même. Oui, je sais, pardon, mais il m'a énervé. Bon, comment tu fais ça? Fais quoi? Changer de fringue aussi vite. Bon, laisse tomber. Continue, vas-y. Ça roule. Et encore après tout ça, les choses s'amplifient car même Bob, le grand gaillard au nichon, fait partie du Fight Club qui compte de plus en plus de membres. Tout va s'accélérer lors d'une soirée où Tyler fait de nouveau un discours anticapitaliste au sein du club. Un certain Lou fait irruption dans la cave. Ce gars-là est en fait le propriétaire des lieux, et il n'est pas très content que des dizaines de gars squattent la cave de son bar la nuit pour des combats clandestins. Et il va le faire savoir. T'as entendu maintenant? Mais Tyler n'étant pas du genre à renoncer, il va faire céder son interlocuteur en se laissant passer à tabac et en jouant la carte de la folie. Tu sais pas d'où je viens, Lou? Fais tout ce que tu veux, c'est sous sale, merde! Merci, Lou. Et voilà comment Tyler Durden a vaincu le grand méchant loup. Oh. Ouais. Sérieux? Oh putain, qui est con. Pardon?
J'arrive. Ah bah salut les gars, qu'est-ce que vous faites là? Le grand méchant loup. T'as osé. Tu sais, si Hubert était là. Mais il est là. Quoi? Non mais là les gars, je suis désolé, on est obligé. Obligé de quoi? Obligé de quoi? Serre les dents, ça va faire mal. C'est en son honneur. Oh non, non s'il vous plaît. On entre désormais concrètement dans la deuxième phase du Fight Club et croyez-moi, ça va faire mal. Oh, ça fait déjà mal, tu sais. Tyler demande à tout le monde de provoquer une bagarre avec un inconnu et de la perdre. Et on va voir que ça va être ce curé qui sera le plus violent en retour des provocations. C'est bizarre pourtant. Au nom de quoi les chrétiens sont-ils violents? C'est bien vrai ça. C'est clair, vous avez carrément raison tous les deux. Mais celui qui va remporter le concours de notre bagarre perdue va bel et bien être notre protagoniste principal. En effet, celui-ci va piéger son patron en le menaçant de faire éclater au grand jour les petits secrets crapuleux de la société, puis en s'auto-mutilant devant lui de manière à faire croire qu'il s'est fait passer à tabac. Et voilà comment le Fight Club a commencé à être financé. Et d'ailleurs, l'expansion des dogmes du Fight Club acquiert grâce à ça encore une énorme accélération. Désormais, Tyler est appelé chef par les membres du club à qui il donne diverses missions de vandalisme à effectuer chaque nuit. Et ces fameux actes prennent de plus en plus d'ampleur. Un énième matin où Marla tente de discuter avec notre narrateur, il la rembarre une énième fois sous les conseils directs de Tyler. Cette conversation est terminée. Tyler qui reste dans l'ombre et qui insiste sur le fait qu'il ne veut pas qu'on parle de lui. Et directement après, c'est carrément une troisième phase qui se met en place lorsqu'un gars se pointe sur le perron et n'en bouge pas pendant 3 jours complets sans manger ni boire. Une sorte de petite mise à l'épreuve pour savoir si les gars sont assez costauds mentalement pour la suite des événements. Même Bob se joint à cette partie. Tyler recrutait une véritable armée. Voilà, le mot avait été prononcé. Le Fight Club devenait réellement autre chose que ce qu'il était à la base. Chef, la première règle du projet KO est on ne pose pas de questions. Le projet KO. Voici la nouvelle invention de Tyler. Et qui, au vu des réactions de notre protagoniste, ne l'avait pas vraiment mis au parfum. Ceci dit, il va très vite comprendre de quoi il en retourne lorsque Tyler, lui-même et leur bande menacent de couper les bourses du chef des investigations lancées contre leur petite armée. Très remonté à cause de cet enchaînement de nouveaux éléments, le narrateur va faire mal, très mal à l'un des membres lors d'un combat au Fight Club. Bien fait. Aïe. Oh. Bien, la plaisanterie ne pouvant plus durer, le narrateur va demander des explications à Tyler alors qu'il rentre en voiture. Il s'engueule et là... Pourquoi j'ai fait sauter ton appartement, à ton avis? Tyler lâche ça comme une bombe et convainc son interlocuteur de réellement se laisser aller. D'arrêter de vouloir s'accrocher au monde matérialiste, d'arrêter d'avoir peur, d'accepter le fait qu'il n'est qu'un tas de chair qui pourrira fatalement et qu'il n'est pas plus exceptionnel qu'un autre. Il se met à accélérer et lâche le volant pour laisser la voiture partir dans un accident. Attendez, quoi? Oui, il a bien eu volontairement un accident en laissant la voiture percuter un véhicule sur le bas-côté. Mais ce n'est pas le plus étrange au final car ils s'en sortent. Par contre, Tyler disparaît juste après ça. Laissant derrière lui sa petite entreprise qui continue à bosser jour et nuit dans la baraque, ce qui chamboule un peu notre protagoniste qui va faire une connerie. Il va rejeter Marla encore une fois. Tyler est parti. Il n'y a plus de Tyler. Mais les remords vont attendre car un événement bien pire a eu lieu. Bob s'est fait descendre lors d'une mission de vandalisme. Là, c'en est trop pour notre protagoniste qui veut tout arrêter. Il essaye de se faire entendre parmi la troupe de lobotomisés qui l'accompagne. C'est un homme et il est mort là, maintenant, à cause de nous. Vous le comprenez ça? Oui, enfin il est mort. Les morts, ça respire pas trop normalement, hein. Oui, il s'appelle Robert Paulson. Il s'appelle Robert Paulson. Les gars, ça suffit, arrêtez ça. Robert Paulson. Il s'appelle Robert Paulson. Il s'appelle Robert Paulson. Mais qu'est-ce que tu joues? Excuse-moi, c'est le fait de dire une seule et même phrase, je trouve ça entraînant. Ouais, tu t'es déjà bien assez entraîné là-dessus, t'inquiète. Donc, alors que l'armée du projet KO est encore plus tarée que notre pauvre protagoniste lui-même, il décide de voyager à travers tout le pays pour mettre la main sur Tyler afin de stopper tout ce bordel. Sauf que... Vous êtes Monsieur Dorden. Veuillez redresser vos sièges et attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Bon, là, faut suivre étant donné que je ne peux pas passer l'intégralité des révélations. Faut suivre. T'es marrant, toi. Essaye aussi de suivre un peu. Bon alors? Hein, quoi? Bah, t'as dit là, faut suivre, blablabla, et puis après tu t'es arrêté. Ah oui, pardon. Je disais donc. Non mais te fais pas chier, hein, de toute façon tout le monde a bien compris ce qui est en train de se passer. Ah bon? Bah oui, le narrateur et Tyler Durden sont une seule et même personne, et c'est d'ailleurs pour ça que t'as apparu avec 2 tenues différentes tout le long de cet épisode. Avec 2 tenues... Je comprends rien. Eh oui, tu comprends rien, c'est bien ça le problème. Mais attends. Si lui il comprend rien, l'autre devrait comprendre.
L'autre? Bon, je ne sais pas pourquoi tu fais l'ignorant, mais soit tu finis ton explication, soit je le fais. Ok, je finis, mais je t'assure que c'est toi qui déraille. Bien, le narrateur comprend donc que Tyler Durden n'est en fait qu'une autre personnalité de lui-même qu'il s'est inventé pour réaliser tout ce qu'il n'a jamais osé faire dans sa vie. Le problème, c'est que cette personnalité est dangereuse et elle a pris beaucoup de place. Tellement dangereuse à vrai dire qu'elle veut se débarrasser de Marla. Et elle a pris tellement de place qu'elle ne laisse plus le choix à notre protagoniste. Mais il arrive quand même à la retrouver avant qu'il ne lui arrive malheur et lui ordonne de quitter la ville. Au moins comme ça, c'est sûr que Tyler n'aurait plus été un problème. Mais non, évidemment, il ne se fait pas écraser, Marla s'en va et il décide d'aller se livrer à la police. Sauf que même au sein de la police, il y a des membres du projet Chaos recrutés par Tyler. Chef, vous avez dit que si jamais quelqu'un contrariait le projet Chaos, même vous, nous devions lui couper les burnes. Et alors qu'il est sur le point de passer dans le clan très fermé des eunuques, quelqu'un frappe à la porte. Et donc, certains de ces renseignements sont exacts. Allons jeter un œil à cette maison de Pepper Street. Ah, ça faisait longtemps. Une scène où rien ne va. Reprenons point par point. Primo, le narrateur est interrogé par l'officier qui s'occupe de son dossier depuis que son appartement a explosé. Lorsque le dit officier qui vient d'entendre les aveux complets du narrateur quitte la pièce pour aller vérifier certaines informations, les 3 autres officiers restent là. Ok, jusqu'ici rien d'anormal. Mais... Là, les 3 officiers ripoux, membres du projet Chaos, veulent couper les burnes à un civil dans une salle d'interrogatoire au beau milieu d'un commissariat de police qui grouille de personnel. Déjà, niveau discrétion, c'est pas ça. Mais en plus, le narrateur agressé va gueuler déjà un peu avant d'arrêter sous le coup de la menace. Mais quand même, ça aurait dû alerter les gens dans les pièces d'à côté, hein. Ce comico doit être fait comme n'importe quel autre bâtiment administratif, du placo entre les murs et pas d'isolation phonique de dingue. Ensuite donc, nous revenons à notre premier officier qui a quitté la pièce et qui, très poli qu'il est, frappe à la porte pour ne pas déranger lorsqu'il revient. C'est vrai que lorsqu'un policier interroge un suspect, quitte la pièce pour aller chercher un dossier en le laissant sous la surveillance de collègues et revient ensuite, il se sent obligé de frapper. C'est un peu comme s'il savait qu'il allait déranger, quoi. Non mais vous imaginez, là, il entre sans frapper. Allez, soyez sympa, chef, laissez-vous faire. Par contre, les gars, il avait raison. Pardon, je ne voulais pas déranger, je vous repasserai. Et puis aussi, le narrateur ne hurle plus à ce moment-là, alors qu'il aurait pu continuer à alerter des gens pour l'aider. Bref, il réussit à s'échapper en volant le flingue d'un des officiers et se rend à l'une des adresses où une grosse quantité d'explosifs a été mise en place par les hommes de Tyler. Enfin, par ces hommes, du coup. Mais il sera de nouveau dominé par Tyler alors qu'il souhaitait désamorcer les bombes. Tout semble perdu, Tyler a pris le contrôle, Marla a été retrouvée et les bombes vont exploser. D'ailleurs, ces bombes sont placées dans des bâtiments qui contrôlent les données bancaires. En les faisant exploser, ces données disparaissent et ainsi le monde de la finance subit un effondrement. D'où le nom de l'opération depuis le début, le projet Chaos. Oh, tout prend son sens. En effet, et je vais volontairement arrêter ici car j'en ai déjà bien trop dit sur ce film et que si jamais vous ne l'avez pas encore vu, ça vous laissera au moins découvrir les 5 dernières minutes. Quelle générosité de ta part. T'as vu ça un peu ? Et donc toi et moi, on est la même personne. Et du coup, je suis pas la même personne que lui. Si, aussi, justement, on est tous le même. Et qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça fait qu'il ne s'en rend toujours pas compte et qu'il faut qu'il l'accepte. Qu'il l'accepte ? Écoute, t'as bien remarqué qu'il nie toujours tout en bloc lorsqu'il s'agit de toi ou de n'importe quel autre lui ? Pas vraiment, non, car moi je suis là que depuis une vingtaine de minutes au final. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, il va falloir le convaincre qu'on est tous une seule et même personne. Mais pour ça, j'ai besoin de lui parler. Et donc il faut que je sois sur le même plan que lui. Le même plan caméra, tu veux dire ? Oui, pourquoi pas. Et encore, si on peut éviter, c'est mieux, car les masques, si le plan s'éternise, c'est super galère à faire. Non, il faut que j'arrive dans sa réalité. Il faut que j'arrive sur son plan astral, histoire qu'il puisse me voir et m'entendre, en fait. Ok, j'ai pigé. Je sais qui est l'homme de la situation dans ce cas.